Hey, les gars, la toune, là, ça rentre. Moi, ça me met dedans. On rentre dans le show, là, puis j'ai envie de fesser déjà. C'est vraiment fantastique. Hey, vous êtes à l'Art du guerrier, épisode 8, en fait. C'est notre huitième production. Écoute, ça va super bien. Bien content aussi de retrouver mes buddies. Évidemment, Steve Sauvé. J'espère que tu vas bien. On s'est vu il n'y a pas très longtemps. Ça va relativement bien encore, je te dirais. Mais tu sais, Martin, quand tu dis là, moi, ça me donne le goût de fesser la toune puis tout. Oui. Ça, moi, je pense que c'est juste parce que t'as écouté les Oscars après-midi. Non, c'est ça, je les ai même pas écoutés, mais écoute, on pourra en reparler parce que c'est quand même un peu d'actualité, puis il y a eu une semblance de combat. Puis là, ça m'amène, là, je veux dire quelque chose. Tu sais, moi, je travaille sur une couple d'affaires, puis il y a une affaire dans laquelle je collabore avec Barbu. Salut, Barbu. Comment tu vas? Salut, vieux. Puis ce matin, c'était... je veux pas faire de la pub, là. C'est, de toute façon, tu sais, je ne suis que réalisateur de ce show-là, sauf que un bon chum à nous deux, en fait, à moi et puis Barbu, Max Okanausen, qui en fait, c'était son dernier show, tu sais. Puis Barbu, tu sais, c'est un auteur et tout ça. Ton texte, tu sais, si vous avez la chance, allez voir ça. Le show du matin, c'est l'épisode 73. C'est disponible sur toutes les plateformes. Puis c'est disponible aussi en live sur Baseball Québec. Allez voir le texte. Même si vous connaissez pas Max, ça va vous rappeler de doux souvenirs de Fuzzy à Laval et toutes sortes d'affaires de même. Fait, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis je suis bien content d'être derrière la caméra pour ça. Puis là, les boys, on commence, c'est le 8e épisode. On n'a pas arrêté de se battre la gueule, qui s'en venait plein d'affaires. On s'en approche. Il y a des trucs en juin, il y a des trucs en mai, il y a des trucs en avril là, qui s'en viennent, tant du côté de la boxe que du côté du UFC. Mais avant ça, parce que là, on est rendu équipés, les boys. On est rendu avec des bumpers puis tout le kit. Fait que là, on commence ça, nous autres, avec les news. C'est ce qui se passe, les boys? C'est officiel. Vas-y, Barbu. Excuse-moi, Steve. C'est officiel. UFC 277, le 30 juillet prochain. J'ai des poids moyens. Juste à le dire, je suis excité, là. J'ai des frissons, j'ai des goosebumps, comme on dit en chinois. Sean Strickland versus Alex Pereira. Pereira qui, je le rappelle, a knocké 2 fois Israël Adesanya. Ben là, il va avoir la chance de se prouver contre Strickland. On va dire comme dans le jardinage, c'est pas un pied de céleri, ce gars-là. Ça va être excitant possible. C'est le premier combat annoncé pour le UFC 277. Puis, si je peux poursuivre... vas-y. Gros combat au Bellator 282 le 24 juin prochain pendant la Saint-Jean-Baptiste, pendant que nous autres ici au Québec on va célébrer le petit Saint-Jean. Ben, le 24 juin au Mohegan Sun Casino, Gegard Mousasi va défendre son titre des moyens. Il est l'un des meilleurs moyens au monde. Il est dans le top 5 des moyens au monde. Contre Johnny Eblen, 11-0. Mousasi s'est battu partout. Il les a toutes faites, les fédérations. Pride, One, Dream, K1 dans le kickboxing, UFC à plusieurs reprises. C'est vraiment une légende vivante. Il défend son titre contre Eblen. Eblen, c'est un up-and-comer. Tout le monde parle de Eblen. J'ai bien hâte de voir ça. Moi, je m'inquiète un petit peu de l'état de Steve. Est-ce qu'il y a présentement un tremblement de terre dans l'ouest de la ville, Steve? Ouais, ça a brassé, mais là, c'est correct. Non, mais les boys, il faut que je vous compte ça. Là, conte-nous ça. Pendant que vous êtes en train de faire l'open du close, je reçois 2 messages de 2 promoteurs de lutte différents pour me dire, écoute, telle personne peut pas être là, est-ce que tu peux lutter samedi? Puis là, je dis au gars, ben non, je peux pas,
Mais je dis, tu comprends pourquoi tes workers cancellent samedi? Puis là, lui, il comprend pas. Puis là, j'ai expliqué que c'était le plus gros show de lutte au monde à télé samedi, puis que tout le monde voulait voir ça parce qu'il y a un gars d'ici qui est en main event. Et voilà. Les gars ont commencé à se débouquer. Aïe, aïe. Ben, écoute. Mais là, tu pourrais peut-être y aller et charger le total, là. Sauver le show. Non. Bon, moi, je vous garantis, les boys, que je veux écouter la télé samedi soir. Bon, ben parfait, ben, on l'apprécie. Mais sinon, qu'est-ce que t'as comme potin? Qu'est-ce que t'as comme d'actualité plus haute altitude, mettons, du monde de la boxe? Moi, là, j'ai une actualité qui est boxe. Je vais vous expliquer, par exemple, faut que je mette en contexte. Le gars s'appelle Shakur Stevenson. Et non, je l'ai prononcé comme faux, barbu. J'ai pas fait un Jean Perron de moi-même. C'est le champion des poids plumes de la WBO. Le gars, il a une belle petite fiche de boxe, là. Écoute, il est à 17 victoires, 0 défaites, 9 KO. Mais aussi imbu de lui-même possible, il vient de dévoiler son top 5 pound for pound de la boxe. Et étrangement, il se classe numéro 1. Wow! Il met Canelo Alvarez numéro 4. Il met Terence Crawford numéro 2, Jaron Ennis numéro 3, mais que lui se classe numéro 1. Hey, faut que tu t'aimes en maudit, là. Quand t'as 17 victoires, aucune défaite, que oui, t'étais champion du monde à 22 ans, mais non, là, c'est pas la réalité, là. Le grand, là. Tu me mettras pas dans la tête que t'es pound for pound avant un gars comme Canelo Alvarez. Canelo 4e? Bon, j'en Canelo 4e. Je connais pas sa boxe. Puis pourtant, le gars, c'est un champion du monde. Ouais. Mais tu sais, justement, parlons-en un petit peu de Canelo. Moi, il y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup parce que c'est fait par un seul gars. C'est pas overproduced. C'est hyper recherché, là, OK? Ça s'appelle Rummy's Corner. Si vous aimez la boxe, là, allez voir ce gars-là. RUMMYS Corner. OK? Je vais le partager le lien tantôt quand vous jaserez, les gars. Je vais le mettre dans le chat. Tu sais, il fait beaucoup de rétrospectives de carrière. Tu sais, il a fait Floyd, il a fait tout le monde, il a fait Marvelous Marvin, il les a tout ou presque passés. Puis, tu sais, justement, je trouve, moi, Canelo Alvarez, là, c'est un boxeur qui m'impressionne parce que il s'est battu contre tout le monde. Tu sais, je veux dire, c'est comme, tu sais, tu peux dire, ça pourrait ressembler à ça dans le cas de Floyd. Je suis pas en train de comparer Mayweather nécessairement à Canelo, là, pour plein de raisons. Là. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais, tu sais, ça fait longtemps qu'il est toujours dans le mix. Tu comprends-tu, là? Tu sais, ça fait longtemps qu'il est là, puis tout ça. Puis moi, je comprends pas encore non plus. C'est la première personne qui vient du Mexique que je connais qui est roux, là. Ça, c'est l'autre bout qui m'impressionne. Mais puis là, ben tu vois, je suis content des choses qui vont s'en venir avec lui. Je suis content des affaires qui se sont passées aussi. Puis en tout cas, moi, c'est un de ceux que j'aime le plus suivre de ce temps-là. Moi, j'ai écouté un reportage Canelo Alvarez cette semaine, c'est sur Facebook. Il reçoit un journaliste chez eux, puis il reçoit jamais personne chez eux, Canelo. Puis le gars visite la maison, visite les garages, puis tout. Puis là, c'est là que tu vois l'abondance. Hein? Tu vois que le gars a du cash. Il monte des Ferrari, des Lamborghini. Puis là, il dit au gars, il dit, ce char-là, je me suis jamais assis dedans. Mais tu sais, c'est une Bugatti Veyron, là. Ça vaut 2 millions. T'as même pas foutu tes fesses dessus. Puis il dit qu'il se déplace avec son bicycle à gaz qui vaut 12 000 $. Là, j'ai fait comme ça, même pas de bon sens. Mais Martin, tu parles de Canelo Alvarez. J'en avais un petit peu là, dans mes actualités box de Canelo. Puis je vais en parler tout de suite, ça me dérange pas. Canelo Alvarez, là, ses 2 prochains combats sont contre le premier contre Dimitri Bivol, puis le deuxième contre Gennady Golovkin. Puis Canelo a été assez clair dans les choix de ses 2 prochains combats. Dans une conférence téléphonique avec un média américain, là, il a expliqué sa décision. Il a dit qu'il voulait se battre contre Bivol parce que selon lui, Bivol, c'est le meilleur 175 livres au monde. Puis il veut se battre simplement contre les meilleurs. Tu sais, c'est modeste, Canelo Alvarez. Là. Mais ce qui est particulier, c'est que
en disant ça, Canelo avoue qu'il a été obligé de tasser des gens de son entourage qu'il trouvait toxiques parce que ces gens-là étaient pas nécessairement d'accord à ce qui embarque dans le ring contre Bivol puis contre Golovkin. Eux autres, ils voulaient qu'ils monnaient encore plus, qu'ils aillent aller chercher plus d'argent. Parce que, tu sais, on s'entend, là. Bivol, Canelo, celui qui va faire vendre des tickets puis des pay-per-view ou whatever, c'est Canelo, là. Oui. C'est sûr, c'est clair. C'est clair, puis Canelo, tu parles de l'opulence ou de l'abondance plutôt. Tu sais, t'as tout à fait raison. Ça donne l'impression que c'est le gars qui achète des chars parce qu'il se posait. Tu sais. Ben oui, Là, on se calme. J'ai dit ça donne l'impression. Là. Je dis pas que c'est ça qu'il fait, mais tu sais, c'est vrai que c'est un gars qui dégage toujours une aura d'humilité, tu sais, d'athlète discipliné. Tu sais, c'est un peu comme à contre-courant de, tu sais, des athlètes qu'on est habitués de, tu sais, qui deviennent des superstars. Puis là, je parle même pas de Floyd. Là, tu sais, il se mouche avec du cash. Mais Barbu, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, pour faire du chemin sur Canelo, j'ai vu un beau reportage, moi, dans le temps que Brandon Moreno était champion des 125 livres au UFC. Il allait visiter son idole Canelo, directement chez eux, avec sa ceinture de champion, premier Mexicain champion MMA du monde. Donc, il allait visiter Canelo, puis ça a été une belle rencontre. Puis oui, c'est vrai qu'on voyait plein de choses là, chez Canelo, mais il semblait bien humble aussi. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je compare pas les deux boxeurs, mais tu sais, moi, mon père tripait bien raide dessus, puis moi, je l'aimais beaucoup aussi comme boxeur. Tu sais, j'ai comme des vibes d'Éric Lucas. C'est drôle, hein? Tu sais, Éric Lucas, c'est toujours clean, c'est toujours le gars qui se présente, c'est le gars qui se vide la tank à toutes les fois, que ce soit à l'entraînement ou whatever. Tu sais, je compare pas les deux boxeurs, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais tu sais, je te parle de l'espèce de ce que la personne elle dégage comme athlète, comme professionnel d'un sport, tu sais, qui est souvent malheureusement, tu sais, qui est entaché par plein d'affaires plates, là, sans généraliser. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir. Puis, de toute façon, je me doutais bien que tu étais pour parler de ces deux combats-là parce qu'on s'envoie le pacing du show avant. Mais, les boys, où ce que je veux arriver, par exemple, là, tu sais, oui, c'est le fun de voir les meilleurs combats là, possibles. Puis je suis le premier qui aime ça. Là. Mais où je commence à me poser des questions, c'est quand je réalise qu'en raison qu'il joue continuellement de division de poids, Canelo, là, il fait attendre en maudit ses opposants à 168 livres. Parce que là, il va monter à 175. Après ça, il va sûrement avoir un catchweight contre Triple G. Mais, tu sais, à un moment donné, tu te bats pas à 168, qu'il arrive quoi, là? Il va te falloir qu'il mette un Xème champion, parce que ça aussi, je vais vous en parler tantôt. Tu sais, c'est comme là, il se fait challenger Canelo partout, ça n'a pas de sens. Puis Barbu, je pense que tu vas être d'accord avec moi, puis je vais t'emmener sur un point qui est assez particulier. T'as un gars du UFC qui a commencé à challenger Canelo aussi, qui s'appelle Kamaru Usman. Il veut se faire dévisser la tête, quoi. Ben justement, Dana White en a parlé, puis Dana White a dit qu'il n'y a aucune possibilité que ça va arriver, puis il a justement dit à Usman qui cherchait vraiment le trouble. Et là, Canelo, là, on parle d'un gars technique, on parle d'un des meilleurs au monde, on parle d'une légende. Kamaru Usman, là, premièrement, là, mon Usman, là, commence par être le meilleur techniquement en boxe, en MMA. Puis c'est même pas le cas. Il est plutôt, là, sur 10, là, moi, personnellement, Usman, il a une force de frappe, là. Mais techniquement, là, c'est un 6 sur 10. Fait qu'imagine avec des gants de boxe. Hey, Kamaru Usman, là, au niveau technique de boxe, c'est un gros 6 sur 10, puis ça ressemble à Tyron Woodley. Pour ma part. Oui, mais c'est vraiment pas, c'est ça, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment pas un gars qui mériterait même d'être dans le même ring que Canelo Alvarez. Là. Ben non. Tu sais, juste pour mettre les choses en perspective, là, depuis un petit peu. Bon, son combat contre Mayweather, ça date de 2013, OK? 14 septembre 2013. Depuis ce temps-là, là, tu sais, il a pas perdu. Il y a eu un draw contre Golovkin. OK, puis après ça, ben il y a eu un autre combat, il a gagné, puis là, ben il est question d'une revanche pour
le rubber, là, comme on dit. Mais tu sais, là-dedans, là, t'as des Julio César Chavez Jr., t'as Miguel Cotto, t'as Golovkin 2 fois, t'as Sergei Kovalev, t'as Callum Smith, t'as Billy Joe Saunders, puis là, tu vas avoir Bivol. Tu sais, là, on s'entend-tu que, tu sais, je veux dire, là, il y a du monde qui ont des feuilles de route moins impressionnantes que ça. Vas-y, Barbu. Dans ta liste, tant qu'à moi, fais juste en enlever un. Les autres sont tous impressionnants. Enlève Chavez de là, le reste, c'est correct. Ben, regarde, pas longtemps avant ça, en 2012, il a battu Sugar Shane Mosley. Non, c'est ça, là. José Cotto, écoute, j'essaie d'en trouver, là, digne de mention, parce que là, il y a eu le build-up de sa fiche, là. Mais tu sais, tu parles quand même, là, d'un gars que t'arrives au final, là, 50 victoires, une défaite, là. 2 draps. Puis, tu sais, au niveau knockout, 39, là. 18 décisions. Puis, c'est une petite fiche, ça, là. Écoute pas bien. Ah ouais. Et puis Canelo, là, moi je l'appelle le bon vin de la boxe. Là. Plus il prend de l'âge et de l'expérience, meilleur qu'il est. Écoute, c'est capoté, là. Ouais. Enlève Mayweather de son chemin. Tu sais, t'es dans le même range, puis là, je peux pas. Je suis pas en train de dire enlève-les, puis il est pareil. Il est pas pareil, il a perdu contre lui. OK? C'est réglé, là. Mais il a donné une run pareil, puis son argent, je trouve, là. Mais en tout cas. Mais si t'enlèves Mayweather de son chemin, t'es dans la catégorie de Calzaghe, puis t'es dans la catégorie de tu sais, t'es à une défaite d'être à hauteur de ces gars-là, puis ta défaite, c'est contre un de ces gars-là. Ben, c'est ça que je m'en allais dire, Martin, parce que, tu sais, tu t'aurais pris ces gars-là avec un poids convenable pour Mayweather, puis Mayweather, ils auraient battu, là. Ouais, non, c'est ça. Non, pour moi, Mayweather, que tu l'aimes pas, que tu le trouves show-off, hot dog, whatever, moi, il y a une affaire que j'enlève pas à Floyd Mayweather, c'est son éthique de travail. Puis, tu sais, je veux dire, il show up. Sauf que, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est un débat qu'on a eu, je sais pas combien de fois, les gars, puis on a juste 8 épisodes. Sauf que, tu sais, le gars, il a tellement de grande maîtrise de la défensive puis de la contre-attaque que, tu sais, des fois, t'as l'impression que c'est plate. Il y en a eu des combats comme ça, là. Tu sais, je te parle pas tout le combat au complet. Ah, fuck, c'est dole. Non, c'est pas ça que je te parle. Mais tu sais, il était tellement head and shoulders au-dessus de certains de ses adversaires à cause de la façon qu'il boxait que ça a déjà donné cette impression-là. Sauf que, regarde, moi, j'y enlève absolument, mais à rien, pas en tout. Il a rien volé, puis tu le quittes. Puis rajoute à ça, dans le cas de Mayweather, que en plus, c'est lui qui a décidé de sacrer son camp de chez son promoteur puis partir ses affaires. Puis c'est ce jour-là que, écoute, il reculait des trucks de la Brinks à tous les 25 minutes chez eux, tu sais. Fait que moi, c'est des êtres humains exceptionnels. Tu sais, c'est des gens, c'est des overachievers dans toutes les sphères de leur vie. Puis ils ont des mindsets hallucinants. Puis il y en a que des fois que ça dérange. Puis je pense que c'est juste à cause de leur mindset. Tu sais, fait que là, tu parles du gars tantôt, j'oublie son nom, tu sais, qui se mettait premier dans Pound for Pound. Regarde, j'ai jamais entendu, tu sais, je veux dire, c'est pour moi, puis vous êtes unanimes tous les deux, pas de raison de penser qu'il l'est. Mais c'est le mindset que ça prend. Tu sais, je te fais une analogie dans un domaine que je connais mieux. Je suis musicien, moi. Des fois, là, tu peux avoir le chanteur, là, qui a la plus belle voix. Il est toujours sa note. Il est hallucinant. OK? En show, il est plate à mort. Le gars que tu veux, là, c'est celui qui chante un peu moins bien, mais quand il est sur stage, il se croit. Ben oui. Tu sais, fait que je suis pas en train de comparer Mayweather à ton doute de tantôt non plus, là. Mais tu comprends? Moi, c'est une des affaires qui me fascine des sports de combat. C'est le mindset de ces gars-là à l'entraînement, quand ils sont en sparring, pendant des combats. Tu sais, on parlait de Jean Pascal la semaine passée. Tu sais, Jean Pascal, là, il a déjà fini des combats, une main pétée, le nez cassé. Tu sais, c'est dans mind over body, là. Tu sais, c'est hallucinant. Moi, ça me fascine au bout. Puis, dans le cas de Canelo, ben, en plus, il n'y a pas le côté hot dog. Mais, non. Mais c'est la détermination à l'état brut. Puis tu sais, même ses conférences de presse, tout, tu le regardes, tu te dis, man, ce gars-là, il est focus, puis tout, là, Barbu, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, ben Canelo, il y a le côté sympathique. Les gens l'aiment pour ça aussi, là. Mayweather, c'est un gars difficile à aimer, mais Money Mayweather, quoi qu'on en dise, même si moi, j'ai jamais été un boxeur que j'ai apprécié, quoi qu'on en dise, on va donner ce que il appartient à Jules César, là, comme on dit dans le domaine, là. Ben, Mayweather, c'est un homme d'affaires extraordinaire.
Mayweather comme boxeur, c'est Tiger Woods, c'est Air Jordan, c'est Babe Ruth, ouais. c'est... Puis en plus, s'est fait entraîner longtemps par son père, puis c'est un freak, son père. Ouais. Exact. C'est un bon point, ça. Fait que toutes les conditions pour que ça aille... Tu sais, puis sa vie, sa jeunesse, ça n'a pas été facile, là. Son père, c'était pas un ange, là. Puis, tu sais, tu prends quelqu'un dans ce type d'environnement-là, puis tu l'amènes à faire un Mayweather avec. Tu vas me dire, il est venu au monde dans la boxe, c'est vrai. Mais il reste que toutes les odds sont contre le kid, là, au début, là. Puis regarde ce que ça a donné. Tu sais, c'est impressionnant. Tu sais, puis souvent, qu'est-ce qu'il y a d'attachant ou en tout cas de passionnant dans le sport de la boxe? T'en connais-tu bien, toi, des boxeurs qui sont devenus des méga stars puis qui sont venus au monde avec une cuillère en argent dans la bouche? Pas moi. Non. Moi non plus. Puis on a juste à parler d'un des préférés du barbu, Gaétan Hart, tu sais. C'est du monde qui viennent de milieux humbles, puis que, tu sais, c'est vraiment à force de grinder qui ont fait quelque chose à travers un sport. Tu sais, c'est magique. Moi, je vais te mettre ça vraiment in-ring, là. On fait juste parler de in-ring. On parle pas de vie personnelle ou whatever, là. Mais moi, j'habite à Salaberry de Valleyfield. Il y a un petit village qui s'appelle Rigaud, pas loin de chez nous. Puis c'est de là qu'ils viennent la famille Hilton. Eux autres, là, ils ont été élevés à la dure sur un moyen temps. Mais quand Dave Hilton montait dans un ring de boxe, là, mais eux autres, dans leur cas, c'est un peu touché. Là. Moi, j'ai lu à peu près tout ce qui s'est écrit là, sur les Hilton, puis il y a tous les événements qu'on connaît qui sont... je n'utiliserai pas d'adjectif, là, je veux rester PG-13. Là, mais, pour ça, je dis qu'on va rester in-ring. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, le père, tu sais, qui est un entraîneur chevronné, tu sais, ces gars-là, ils vivaient dans un station wagon. Là. Oui. Puis le père allait entraîner un dude au Manitoba, pogne la famille, met ça dans le station wagon, au Manitoba, puis pendant que le père fait faire des drills aux gars qui entraînent, ben ces gars, ils suivent, sont avec lui. Là. Quand que Mathieu il a battu, c'était-tu Buster Drayton? Oui, Buster Drayton, c'était ici. Exact. C'était ici à Montréal, tu sais, c'était comme... C'était au Forum de Montréal. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, le killer, un des meilleurs killer punch qu'on a eu au Québec, c'est Dave Hilton, là. Mais c'est juste que ça a donné, tu sais, ce qu'il faut juste pas oublier, puis je le sais que tu as dit in-ring, ça a donné des êtres humains malades, là. Ça a donné... Ah ben oui, bon. je suis d'accord. Écoute, ces gars-là, moi je les appelle les boxeurs Rona, ils ont plus de vis qu'une quincaillerie, là. Ouais, c'est ça. Puis moi, là, tu sais, moi là, j'ai vu tous les combats de la trilogie Ouellet-Hilton, OK? Puis je prenais pour Ouellet, mais j'ai jamais enlevé le talent de boxe de Dave Hilton. Puis tu sais, là, tu vois, t'as Wawa Tatawa qui dit Dave, le plus gros talent que le Québec a connu. Je suis pas en désaccord. Le gars pouvait farmer les lumières de même. Killer Instinct, il y avait tout, là. Mais c'est ça, dans le grenier, il y avait. Moi, de mémoire, je me rappelle même pas que ce gars-là, quand il se fait frapper, a déjà tombé. Ah non, c'est phénoménal. Puis tu vois, tu te rappelles, Steve, dans une ancienne vie, c'est sûr que là, écoute, on prêche pour notre paroisse, mais tu sais, on a déjà la chance de s'entretenir assez longtemps avec... j'étais pas dans le show, mais j'étais là, j'avais les écouteurs, puis j'écoutais en salle. Là. Mais, tu sais, Stéphane Larouche, lui, il nous a dit que le plus grand talent de boxeur qui est passé au Québec, c'était Ouellet, là. Oui. Fluidité, tu sais, tout, mais dans sa tête, il n'y avait pas ce que Dave Hilton avait de mode tué. Il voulait faire des comptines avec puis écrire des poèmes, tu sais. Ah oui. Tu sais, moi j'aurais tendance à dire le plus beau talent, c'est Stéphane Ouellet, comme Stéphane Larouche, pour avoir vu leur carrière aux deux au complet, là. Mais tu l'as dit, dans ta tête, c'était là l'avantage de Dave Hilton. C'est pour ça que je choisirais Dave Hilton, malheureusement. Moi aussi. Puis parce qu'il est allé plus loin. Malade dans la tête ou pas, là, je ne cautionne ni ne justifie absolument rien de ce qu'il a fait. Il était champion du monde. Ben oui. On peut enlever ça. Attention, là. Il a battu la Rose de Soweto, cet homme-là. Oui, voilà. Mais ce qu'il y en a qui savent peut-être pas, c'est que dans le combat revanche, avant de monter dans le ring, il y a un huissier que tu allais voir dans le locker pour dire je me souviens plus du pourcentage de ta bourse d'asseoir, faut la récupérer pour des arriérages de pension alimentaire. Hey, ça te craint qu'un gars, ça, de rentrer dans le ring après que tu t'es fait dire que ton PD, ça va être 3000$, tu sais. Ouais.
Tu sais, ça avait sorti plus tard. Mais en tout cas, tu sais, c'est ça. Tout ça, hey, on est parti de Canelo, puis là, on est rendu à Davilton. Écoute, ben là, Steve, là, je sais que tu nous as dit que tu avais besoin de faire de la ventilation, je pense, à soir. C'est-tu commencé? T'es-tu prêt? Parce que moi, j'ai là. Ben, moi, je suis prête. Je suis prête, les boys. Parfait. Ben, attends, t'as une minute, on a des thèmes à faire passer, là. Fait que là, on t'écoute ventiler tout de suite après ceci. Ah ouais, mon Steve, go! Bon, ben avant de ventiler, on va parler des 2 galas de boxe qui a eu lieu à Montréal la semaine passée. Ben oui. Dans un premier temps, le groupe Yvon Michel présentait vendredi dernier un gala de boxe au Colisée Vidéotron à Trois-Rivières. Puis pour l'occasion, la finale de la soirée, elle opposait le Québécois Michael Zuzki au Mexicain Carlos Ocampo Mariquez. Et puis je l'ai eu comme faux, je suis content de moi. Écoutez, les boys, Zuzki, il savait dans quoi il s'embarquait en affrontant Mariquez, puis il était conscient que c'était pas un pique-nique, là. Tu sais, il s'est préparé, il a fait ses devoirs, mais il faut comprendre quelque chose. Si je dois classer Zuzki, moi, je dis que Michael Zuzki, c'est un boxeur de catégorie B. Mariquez, c'est un A-. Puis ça paraît, ça, à la boxe. Parce que Mariquez, c'était le genre de boxeur qui va se rendre en combat de championnat du monde. Il gagnera pas, mais il va te donner une bonne performance, puis c'est ce qu'il a fait contre Zuzki. Il a donné une maudite belle performance. Ça a été une clinique de boxe que Michael Zuzki s'est fait donner. Il n'y a pas à être gêné, Zuzki, de cette défaite-là. Tu sais, dans la vie, là, quand tu perds contre meilleur que toi, c'est correct. Puis Zuzki, vendredi, il a perdu contre un boxeur qui était meilleur que lui. Tu sais, au 3e round, Zuzki a visité le plancher. Puis plus que le combat avançait, là, plus que c'était une domination totale du boxeur mexicain. Finalement, au 9e round, Zuzki se faisait vraiment dominer. Il a visité le plancher. Puis son coach, qui est son père, justement, il a lancé l'éponge. Là, ça donnait plus rien du tout de continuer ce combat-là, autre que subir une blessure, là. Je savais qu'il avait perdu, excuse Barbu. Je savais qu'il avait perdu, mais tu sais, du peu que je le connais, encore une fois, j'ai déjà eu la chance de produire des affaires dans lesquelles il était. Tu sais, il a dû vraiment, justement, c'est un gars hyper brillant, là, ce gars-là. Là. Tu parles avec lui, là, ça prend 20 secondes, tu sais que tu parles avec quelqu'un qui a une bonne tête sur ses épaules. Puis le connaissant par rapport à ça, ben, tu sais, c'est pas une défaite, c'est de l'expérience, là. Tu sais, c'est comme... Oui, mais l'avenir de Michael Zuzki en boxe, par exemple, là, tu sais, c'est le genre de gars qui pourrait bien s'en sortir, là, mettons, avec un titre canadien, quelque chose comme ça, là. Mais je pense pas qu'on va revoir Zuzki dans les classements mondiaux, puis encore moins dans un combat important. Ouais, puis il a pas été chanceux, lui aussi, parce que je me rappelle que, tu sais, il y a eu bien des rendez-vous manqués que c'était pas de sa faute aussi, là. Ben oui, puis des changements d'adversaire de dernière minute, puis des affaires de même. Tu sais, c'est pas facile, mais c'est ça, la boxe. Alors, c'est ça, exact. Zuzki, par exemple, ce qu'il faut lui donner, c'est que lui, il a jamais hésité. Hein. Le 3/4 de ses combats ont lieu à l'extérieur du Québec. Il a boxé longtemps aux États-Unis. Wawa il dit, là, c'est un des rares boxeurs qui prend des risques de chez nous. Là, lui, il va. Là, il est là pour boxer. C'est ça. Les boys, c'est ça que je m'en allais dire, justement. Mon respect à Zuzki, puis je suis d'accord avec Steve, c'est du calibre canadien, là. Pas plus, pas moins. Puis on en a déjà parlé. C'est pas mal. C'est correct. Mais pas plus haut que ça. Mais Zuzki, contrairement à bien d'autres boxeurs, c'est un gars... Je dis pas que tous les boxeurs sont pas intelligents, mais Zuzki, c'est un gars intelligent. Je m'inquiète pas pour lui après sa carrière. Puis son père, là, il a fait la bonne affaire. Qu'est-ce que ça aurait donné de plus? Ah non, absolument rien, à part de subir une grosse blessure. Ben, samedi également, il y avait le gala de Eye of the Tiger au Casino de Montréal. Dans le combat principal, c'était Christian Mbili qui a franchi une autre étape là, dans sa marche vers le titre mondial en passant ce qui pourrait être le KO de l'année en boxe professionnelle. Oh! Ah, t'as vu ça, Barbu? Écoute, moi, la photo... Ça, la fameuse photo. Tu sais, moi, je dis souvent, là, ce gars-là,
s'il y avait eu un commanditaire qui avait mis son logo, ses semelles de souliers, là, c'est ce qu'on a vu le plus longtemps de lui. Il s'est fait coucher, ça a été... Ouais. Par chance, par exemple, là, le gars, le lendemain, là, il a donné des nouvelles de lui sur les réseaux sociaux. Tu sais, on parle pas d'une blessure majeure ou whatever. Moi, ce que je veux parler, par exemple, c'est que Christian Mbili occupe le 9e rang mondial de la WBC. Mais malheureusement, pour lui, 2 autres 168 livres qui pourraient affronter puis battre, selon moi, se trouvent également chez Eye of the Tiger. C'est David Lemieux puis Éric Bazian. Fait que Zuski, ça va être pas Zuski, mais Mbili, ça va être un petit peu plus compliqué pour y trouver des adversaires là, prochainement, mettons, là. Les boys, on va... Tu sais, quand Martin il a dit tantôt je voulais ventiler, moi, je veux parler de Ebanie Bridgers. Oh! Les oreilles chassent, malheureusement. Je vais peut-être utiliser des mots qui vont vous offenser, mais samedi, Ebanie Bridgers a détrôné la championne du monde de longue date, Maria Cecilia Roman. Ebanie Bridgers a dominé tout le combat, les 10 rounds, puis les juges ont donné un round là, à l'ancienne championne. Mais si je parle du combat, c'est pour une raison bien particulière. Puis c'est pas pour parler de la victoire de Bridgers. En fait, moi, ce que je veux parler, là, c'est que l'Australienne de 35 ans, elle a pris l'habitude de se présenter au pesée d'avant-match en petite lingerie. Puis les boys, je vais dire ce que on pense toutes, là. C'est le fun à regarder. Moi, là, je me ferme pas les yeux quand ça l'arrive. Mais quand je vois des athlètes comme Kim Clavel ou encore Marie-Ève Dicker qui travaillent comme des folles, qui passent des heures au gym pour apporter une crédibilité à la boxe féminine, puis de l'autre bord, t'as une championne qui retient l'attention parce qu'elle s'est montrée aux 3 quarts tout nue pendant une pesée, là, je me dis qu'il faudrait qu'elle arrive en 2022, cette fille-là. Là. Marie-Pierre Roule aussi. Marie-Pierre Roule aussi. Tu sais, après le combat, là, Bridgers qui s'en va dire en entrevue là, qu'elle a prouvé qu'elle pouvait se battre, là, mais qu'elle aime ça aussi être coquette. Ben là, écoute, je veux pas avoir de l'air du plus grand connaisseur sportif sur la planète, là, mais selon moi, là, ce que Bridgers elle s'apprête à s'exposer, là, tu sais, oui, elle va en faire du cash, là. Puis il y a des compagnies qui vont vouloir la commanditer, c'est clair. Mais même si elle conserve son titre pendant des années, là, on va se souvenir d'elle pour sa lingerie. Puis ça me fait penser à une autre sportive, les gars. Puis ça, peut-être que ça va vous sonner une cloche. Mais il y en a une autre fille qui a jamais rien gagné dans sa vie. Anna Kournikova. Il y a une autre fille qui a jamais rien gagné dans sa vie, mais qui s'est mis riche avec sa ligne de bikini. Puis c'est Anna Kournikova. Ouais. Elle, là, le plus haut qu'elle est allée, là, c'est en 8e position d'un classement mondiaux, mais elle a fait de l'argent en se montrant en bikini, puis en se montrant en petite tenue, puis tout. Mais je pense qu'en 2022, si elle veut vraiment faire du bien à la boxe, comme elle dit, parce qu'elle dit qu'elle est une passionnée, ben je suis désolé, habille-toi. Moi, je dirais une chose, pour toutes ces femmes-là qui se sont battues pour le droit des femmes depuis des années, faut juste rappeler une chose, là, je veux pas aller politiquement parlant, là, mais je vais le faire pareil. Faut juste se rappeler que les femmes au Canada, là, ils ont juste le droit de vote depuis les années 40, messieurs. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Puis là, toi, t'arrives avec ta lingerie fine. Là, ça me fait penser aux États-Unis avec le football là, en lingerie fine. Tu nous amènes ça en boxe. Moi, je suis de ceux qui disent que les ring girls, là, puis les cage girls là, au UFC puis en MMA, on devrait enlever ça. Parce que moi, là, je suis pas assez niaiseux, là. Je le sais à quelle ronde on est rendu. J'ai pas besoin d'une poupoune pour me dire qu'on est rendu au 2e round. Puis ce qu'elle fait, c'est très bas, puis c'est honteux. Surtout pour... C'est honteux. C'est honteux. Ouais, les gars, vous allez capoter, hein? Ben moi, là, on va peut-être déroger un petit peu de la boxe, là, puis... Moi, je pense pas de nos affaires. Ça veut y aller. Est-ce que c'est interdit? Non. Fin. Ça veut. Puis si quand elle rentre dans le ring, elle se présente, puis elle boxe, puis tu sais, je veux dire, tout se passe dans l'ordre. Je sais pas. C'est-tu mieux? Là, puis je veux pas. Je suis pas d'accord avec vous autres pour être le odd man out, là, OK? Je le pense vraiment à ce que je vais dire, là. Je pense que c'est pas de nos affaires dans la mesure où, 1, c'est permis,
2, assez boxé. C'est pas un freak show. Tu sais? C'est-tu mieux ça? Ou Conor McGregor qui pogne son jet privé puis s'en vient tirer des chaises dans les autobus parce qu'il y a eu un petit beef avec un autre dude là, puis qui a pas été fin avec son ami. Martin, c'est Conor McGregor. Laisse faire, toi. Mais bien, je vous soumets le point, très humblement, que c'est pas de nos affaires. Moi, c'est pas moi qui va aller dire à une fille comment s'habiller. Surtout quand elle gagne sa vie à donner des claques à la gueule. Puis c'est pas parce que j'ai peur. C'est pas parce que j'ai peur. Moi, là, je dirais pas à une fille comment s'habiller. T'as bien raison. Mais elle fait un métier public. Fait qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des réactions. Puis moi, je dirais... comment je pourrais dire? Donc, c'est bien touché, moi, là. Oui, c'est vraiment touché. Je dis pas que c'est du domaine d'OnlyFans, là, mais ça amène quoi à ta boxe? Ouais, mais c'est pas ça que tu... Moi, ce que je me pose comme question, c'est pas ce que ça amène, c'est ça enlève quoi? Ça l'enlève une crédibilité à la boxe féminine. Pour toi? Ouais. Pour moi. Non, mais pour mais moi, si la fille, là, elle décide, que je sois d'accord ou pas d'accord, mon point, c'est pas là. C'est pas ça. OK? Parce que si tu me demandes, Martin, es-tu d'accord? Je te dirais, je pencherais plus vers le non. Tu sais, je pense pas que ça soit la meilleure place pour faire ça. Par contre, c'est pas de mes affaires. Moi, à partir du moment que c'est pas interdit, regarde, on en parle, là. On en parle. Ouais, mais ce que je trouve plate, excuse Barbu, je veux pas non, couper. c'est bon. Ce que je vais trouver plate, par exemple, ce serait, puis c'est ça le risque, c'est ça qui vous dérange, les gars. Ce que je trouverais plate, c'est l'utilisation que les médias vont faire de ça. Parce qu'elle, là, je suis certain que ses motivations, c'est I'm my own woman, puis tu sais, je fais ce que je veux, puis je suis coquette. Peu importe, ça y appartient, elle a le droit de le faire. Mais si, par contre, tous les médias qui traitent de sport de combat font juste montrer ça puis pas parler de son combat, je suis pas plus... Ça, je suis pas d'accord. Puis ça, je peux faire de quoi? Mais, voilà. Mais c'est pas de mes affaires comment qu'elle s'habille. Mais je comprends ton point. Je veux pas être confrontatif, Steve. Je comprends ton point. Non. Mais je pense qu'on vit dans une époque... Je pense qu'on vit dans une époque où on doit... Je vois pas notre place comme gars là-dedans. J'en vois pas. C'est comme, tu t'en as déjà vu des gars arriver à peser, là, tu peux dire leur religion. Ah, ben oui. Mais t'as-tu vu bien des filles dire, mais moi, on dit, ça n'a pas d'allure, ça. Pas tout. Mais, tu vois, on a parlé à peu près 5-6 minutes de elle. Ouais. J'ai effleuré qu'elle a gagné. Ben ouais, mais moi, c'est là que je voulais t'amener. Même Wawa Tatawa dit que c'est une bonne boxeuse. T'sais. Oui, c'est une bonne boxeuse. Mais si tu veux qu'on parle de toi pour ta boxe... Mais c'est toi qui as décidé de parler de ça à soir. Si, c'est moi, les boys. Aussi, je veux t'amener, là, puis en conclusion... Même que je serais pas hypocrite, là. Quand elle monte ça, pour la peser, je la check, là. Ben non, ben c'est ça, là, mais tu sais, moi, c'est super simple. Moi, là, je pense qu'une femme en 2022 qui pratique un sport comme ça, je la jugerai pas à cause de ce qu'elle fait. Parce qu'elle peut le faire, c'est pas interdit. Puis que, écoute, c'est elle qui risque sa face dans le ring à toutes les fois qu'elle monte. Puis si en plus ce qu'elle fait, c'est pas un freak show, puis qu'elle donne une bonne performance athlétique, sportive et tout ça, puis que c'est pas juste là, tu sais, là, une Logan Paul, là, ben là, je me sens pas à ma place de dire ça devrait ou pas faire ça. C'est juste ça. Ben moi, m'a dit, comme dans la pièce de théâtre, Les Voisins, en 2022... c'est tellement drôle, tu parles de ça, je l'ai écouté en fin de semaine. Ah oui? Je l'ai à la maison. En 2022, ben, pour poursuivre ce que Martin dit, ben, les femmes ont le droit de faire de l'autonomie. Ben, c'est ça, puis tu sais, appelle ça du terme que tu veux. Par contre, tu as le droit de te poser des questions sur la pertinence de le faire ou pas, mais moi, j'embarque pas dans ça. C'était-tu un bon combat? As-tu livré la marchandise? Est-ce que tout le hype qu'il y a autour d'elle, est-ce qu'elle livre? Puis je te pose la question, mettons là, OK, là, je vais te mettre dans un tight spot. Mettons là
que Ronda, quand elle était à son pic, elle serait arrivée en pesant à J-string? Est-ce qu'elle aurait été en train de salir son sport? Je pense que oui, mais je pense pas que le UFC l'aurait laissé faire, justement, pour l'image. Ah ben là, c'est... Moi, là... Non. Barbu, tu peux rire si tu veux, ça me dérange pas, mais le UFC avait tellement des attentes incroyables envers Ronda. Puis, tu sais, ça fasse qu'elle arrive, là, puis tu sais qu'elle va péter quelqu'un, là, que c'était l'image qu'il voulait d'elle. Ouais, non, mais là, j'ai pris un exemple weird, là, je suis d'accord, là. Mais vas-y, Barbu. Mais attends, Barbu voulait closer, là. Ouais, mais, tu sais, UFC, là, eux autres, là, Dana White, les frères Fertitta, les nouveaux investisseurs, parlez-en bien, parlez-en mal, ben, parlez-en. Ils ont fait leur structure financière à l'image de la lutte professionnelle. Fait que c'est clair que pour eux autres, une fille en bikini. Mais Ronda Rousey, c'est un mauvais exemple, mais sinon, emmène-en, ils vont en prendre, là. On a déjà vu Gina Carano faire ça, là. Sais-tu qu'est-ce qui va arriver? C'est que si c'est une flake, là, tu sais, si elle a gagné le titre, puis tout, puis que, tu sais, son prochain combat, elle le perd, puis les 2 combats d'après, elle se fait geler après 2 rounds, tout le monde va dire, voyez, là? Hein? La nunuche. On va dire la nunuche. C'est ça. Mais... Si par contre, tu sais, fait que c'est ça. Moi, je me garde une petite réserve sur ce genre de commentaires-là en 2022. Martin Douchebag Godette, 29 ans, aurait pas parlé de même. Je peux te le dire, là, fait que... Les boys, on change de sujet de bord. J'ai envie de parler, en finissant, des catégories de poids, parce que moi, je dis souvent qu'il y a trop de ceintures à la boxe, puis... c'est comme que, selon moi, il y a trop aussi d'associations. Tu as de la WBC, WBA, WBO, IBF. Ça, c'est à part tous les titres mineurs que tu vois dans les fédérations puis tout. Il y a tellement de titres que c'est rendu qu'un gars qui est juste correct, là, il va en avoir un. Puis, rien que pour vous donner une idée, là, à la boxe, il y a 17 catégories de poids. Ça fait 17 catégories de poids dans 4 associations. Ça fait que ça donne un potentiel de 68 champions du monde différents. Ça n'a aucun sens. Aucun maudit sens. Hey, pour vous donner une idée, là, puis je vais closer pas mal avec ça, là. Il y a la catégorie des super plumes, 130 livres, les légers, 135 livres, puis les super légers, 139 livres. Hey, en quelque part, là, si t'es à 130, puis t'es pas capable de faire 135, mange 2 hamburgers, une patate, va apaiser, man. Faites quoi, là? Parce que ça a plus d'allure, là. Tu sais, hey, pire que ça. Il y a la catégorie des mi-mouches, des super mouches, des coques puis des super coques. Dans ces 5 catégories-là... Ben là, wow, combien ils pèsent, ces gars-là? 60 livres? C'est ça, je m'en allais dire, Martin. Si tu prends ça, là, dans ces 5 catégories-là, il y a 11 livres de différence entre les mi-mouches et les super coques. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Hey, puis ça fait longtemps, Steve, même dans le temps qu'on faisait un autre show ensemble, on en parlait, t'en parlais de ça, puis ça fait 3-4 ans. Là. Ça fait longtemps que ce débat-là existe. Là. Hey, ça n'a plus de sens, là. Tu as une possibilité de 68 champions. Tu sais, pour moi, là, un champion de boxe, ça veut dire quelque chose. Mais là, quand tu commences à regarder ça de proche, là, tu fais comme, OK, mais pourquoi toi, mettons, tu te bats à 132, tu serais pas capable d'aller à 135? Ben non, mais c'est ça, mais tu sais, là, je peux pas m'imaginer d'autres raisons que des considérations financières, là, tu sais, parce que ça te permet... plein ça. C'est sûr, sauf que, tu sais, ben, est-ce qu'au final, ça dilue le produit? Ça dilue peut-être pas le produit. Mais ça dilue mon intérêt en salle, par exemple, là, tu sais, je veux dire. Hey, c'est ça. Voilà. C'est en plein ça. Non, moi, j'aime bien mieux les 135 livres que les 130 livres, là. Écoute, là. Ah ouais, tellement c'est ça. Ouais, mais oublie pas le champion des 132, il est bon, lui aussi, là. C'est ça. Ça n'a pas de sens, les boys. Moi, je pense que pour le bienfait de la boxe, il va falloir que ça soit revu à un moment donné. Mais tant qu'il va y avoir des promoteurs qui vont faire de l'argent avec ça, puis des associations qui vont faire de l'argent avec ça, non, mais Wawa Tatawa, tu lèves un point intéressant. Là, il dit qu'ils n'ont pas le choix avec tous les incidents. La boxe devrait avoir moins de titres, par contre. OK, mais tu sais, là, tu arrives dans une situation, là, moi j'appelle ça une tautologie. Là, le ciel est bleu parce que l'eau est bleue, puis l'eau est bleue parce que le ciel est bleu. T'sais.
On est allé sur la Lune, style. Il y a moyen de trouver une solution pour que les champions aient une plus grande valeur, puis qu'il y ait moins de catégories de poids, puis moins de ceintures. Martin, okay? c'est super facile. Il y a moyen de faire ça sécuritairement pour les athlètes aussi. Là. Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Là. Supposons un gars qui boxe chez les 135 livres. Lui, habituellement, là, c'est un gars de 160, 162, là. Il va, pendant son camp, il va faire sa diète, il va maigrir le plus possible, il va se déshydrater puis s'apeser. Si tu te déshydrates un petit peu moins, là, tu seras pas moins fort, tu vas être en aussi bonne santé, puis tu vas avoir regagné tes 2 livres pour la le pire, tu sais quoi? Excuse, Barbu, je te promets qu'on revient à toi. Là. Après ça, tu as un autre phénomène associé à ça, puis c'est dans le UFC aussi. Tu sais, quand il se présente des opportunités, mettons, d'avoir un combat dans une catégorie moindre que la tienne, tu sais, côté, là, ça en a déjà eu et ça peut en avoir des effets néfastes, là, ne serait-ce que pour l'athlète dans le ring. Puis oui, on est tous conscients qu'après à peser, là, ils se réhydratent puis que là, tu sais, ils peuvent prendre 20 livres, 15 livres. C'est pas là le problème. C'est dans ce round au poids qu'ils ont besoin à peser, là. Tu sais, parce que ça, avec, c'est rendu une gamique, là. Ça n'a pas de sens. Je me rappelle d'un Arturo Gatti, là, que ses coachs l'ont lâché, là, le temps de la peser parce qu'il chambranlait, là. Il y avait de la misère à faire le poids. McGregor, je me souviens plus c'est contre qui. On aurait dit qu'il était en force terminale du sida, ça a pesé. Ça n'avait aucun sens, là. T'aurais pu y passer le doigt à travers de la bouche, là, tu sais, tellement qu'il n'y avait pas de viande, là. Il était peurant. Ça n'a pas de bon sens. Mais vas-y, Barbu, on t'a coupé 2 fois. Mais malheureusement, je le souhaite pour la boxe. J'aimerais tellement ça pour la boxe. Mais le problème, ça va être toujours la même affaire. Il y a trop d'organisations. WBC, WBA, WBO. C'est toutes des organisations qui font du cash avec ce qu'ils font. Fait qu'ils n'ont pas intérêt à ça. Puis en plus, là, on s'entend-tu, les gars, que vu qu'il y a trop de Fed, qu'il y a des combats qui ont été plus durs à organiser de 1. Puis parce que là, écoute le non-sens, juste économique, OK? Tu as 68 champions potentiels, OK? En vertu d'un trop grand nombre de catégories de poids et un trop grand nombre de fédérations. Mais des promoteurs, il y en a combien? Il n'y en a pas 250, là? Ben non. Fait que c'est le party, là. Même qui tire la couverte, là. Ben oui. Fait que, économiquement, tu montes ça à un comptable là, qui l'a l'affaire un peu, là, puis tu dis, regarde, voici les paramètres de l'économie dans laquelle moi je dois fonctionner. Je suis un promoteur mid-level, OK, là? Je fais pas le Mandalay Bay, là, puis toutes ces affaires-là. Moi, je promouvois des trucs un peu plus locaux, puis tout le kit. Le gars, il va dire, ferme ça, là, c'est fini. Tu sais, il y a tout ça. Puis tous les autres promoteurs, les Bob Arum, les Don King, de la Hoya, toutes les grosses compagnies de promotion, ben, il y en a 5, puis toi, t'es la garnotte dans le running shoe, puis ils portent pas de running shoe. Tu sais. Non, ils en portent pas. Fait que, le gars, mais non, mais c'est une problématique intéressante. Il y a plus de... On trippe pas plus sur ces sports-là parce qu'il y a autant de catégories de poids. Ce qui fait un combat, c'est le match-up. C'est ça qui fait un combat. C'est pas combien qui pèse, là. Oui, je comprends, il y a des notions de sécurité, il y a un paquet de paramètres, là, puis je veux pas passer par-dessus ça comme si ça n'avait aucune importance. Mais il reste pareil qu'au final, tout ce que ça risque d'avoir comme effet, il est néfaste. C'est que je m'en calisse. Ça, tu veux pas ça. Ben non, tu veux le contraire. Fait que s'il y en avait moins de catégories de poids, ça ferait plus de match-up, ça ferait moins de... Puis il faudrait qu'il y ait plus de poids en chaque pour que ça devienne un peu plus, au moins un peu plus difficile, tu sais, que... Exact. Fait qu'en tout cas, écoute, on verra bien. Puis là, on est en train, écoute, là, moi, j'ai envie que le Barbu nous parle un peu de UFC, là. Écoute, c'est... Oui. Ouais, bon, faire ça. Bon, ben, regarde, tu vas nous faire ça direct après ceci. Qu'est-ce qui s'en vient, mon Barbu? Qu'est-ce qui se passe? T'as-tu besoin de ventiler? Y a-tu eu des filles tout nues à peser? Comment ça marche? Non, y a rien eu de ça, mais on a eu un bon UFC samedi dernier. UFC on ESPN numéro 33. Mais avant tout, je veux saluer John, qui est maintenant... Il a été déporté en Lettonie. C'est un soldat, un militaire. Puis il y a un message pour vous autres, les gars. C'est un fan de l'Ordre du guerrier puis du corps errant. Il y a un message pour vous autres. La bouffe en Lettonie est pas bonne.
Bon, c'est réglé. John, on passe à toi, man. Sois prudent, puis merci de ton service. UFC, Nationwide Arena, Columbus, Ohio. On n'était pas à Londres parce que la foule qui était là, c'était pas des connaisseurs. C'était un peu triste même. À chaque fois que les combats allaient au sol, on entendait des huées. Mesdames et messieurs, quand ça se passe dans une cage, c'est pas de la boxe. Ça va aller au sol, ça va arriver. Premier combat de la soirée, Daikus contre Borchev. J'aime beaucoup Borchev. Je suis assommé. Le gars, il est pas capable de dire Scott Coker, mais tous les noms slaves, russes, il les prononce avec l'accent. Oui, j'ai un goût. J'aime beaucoup les gars de l'Europe de l'Est. Donc, Borchev, c'est un gars que j'aime beaucoup, qui est bon au sol, qui est bon debout, qui est hargneux, qui est même à la limite vicieux dans la cage. Perdu par décision unanime contre Daikus. Daikus, très, très surpris pendant ce combat-là. Pour moi, c'est un gars qui se bat debout. Puis là, lui, il a amené Borchev 1, 2, 3, 4, 5, puis 6, 7 fois au sol. C'est comme ça qu'il a gagné son combat. Puis bravo à Daikus qui a décidé de changer sa façon de se battre. Il a toujours été dans des combats spectaculaires. Il y a eu 2 Fight of the Night, 2 combats de la soirée. Samedi, là, c'est un combat assez plate pour lui, mais efficace. Puis c'est ça que tu veux, hein, gagner ça, des là, combats quand tu parles de ça, Barbu, là, tu sais, ça arrive souvent, mettons, quand je regarde du coverage de gars-là plus petits un peu, je suis pas aussi freak que toi, je regarde pas absolument tous, là, mais tu sais, la bonne vieille stratégie de, tu sais, t'es un gars qui se bat debout tout le temps, puis tout, puis que là, tu sors de nulle part, puis tu l'emmènes au sol, On entend ça souvent, là, tu sais, mais c'est ça, tu sais, c'est comme... tu peux pas sortir à chaque combat, parce que là, à un moment donné, les gars vont commencer à dire « Ah, ben là, ils vont m'emmener à terre », mais c'est vrai que j'entends ça souvent, puis il y a bien des combats aussi, plus marqués un peu, de plus grande envergure, que c'est exactement ça qui est arrivé aussi, là. Ça arrive régulièrement, ça. Mais Borchev, par exemple, je pense pas qu'au sol, il représentait un danger non plus. Là. Non, mais là, Steve, on dit Borchev. 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 J'en reviens pas que Barbu allait me donner un cours de diction. Moi non plus. Hey, puis pour dire la vérité, je l'ai pratiqué en tabarnouche. J'ai été sur Google, j'ai réécouté le nom juste pour être sûr. Les gars sont à l'ordre ici. Sont à l'ordre. Et voilà. Autre combat, je vais en parler bien vite. Là. Neil Magny qui a gagné contre Max Griffin. Split decision. Tant qu'à moi, c'était pas un split. C'était une victoire de Magny. En tout cas, moi, je l'ai vu de même. Là. Je l'avais 29-28. Pour moi, c'était pas une décision, un split. T'en penses quoi, Steve? Ben, moi, je pense que Griffin, ça va être à revoir si on va le voir au UFC. Écoute, il est rendu à 18-9. À moins d'être le genre de gars que avant d'avoir un combat d'envergure, tu vas contre lui ou quoi que ce soit, surtout d'un mi-moyen, là. Mais non, pas en tout. Puis, tu sais, moi, je pense... Il est vraiment le grand perdant de ce combat-là. Mais j'ai été surpris, moi, Barbu, quand tu as commencé tantôt, quand tu as dit on a eu un bon gala. Là. Hey, moi, les 4 premiers par décision, là, écoute, pour vrai, là, je parlais pendant l'UFC parce que sinon, je pense que je me serais endormi. Surtout. Okay. Tu vois, moi, je l'ai apprécié. Mon gala, je te dis pas que c'est. Je te dis pas que c'est le meilleur gala de l'histoire, là, mais j'ai quand même apprécié. Le prochain combat, là, c'est. J'ai eu du plaisir, là. Ah, moi, j'ai ragé parce que moi, j'avais pas Cara France gagnant. Oh, OK, ben regarde bien. Il y avait un combat bien important. Askar Askarov, 14 victoires, aucune défaite, se battait contre Kai Cara France, qui est un Australien, by the way. Kai Cara France a gagné par décision unanime. Tant qu'à moi, il aurait pu gagner par split. C'est un combat très serré. La foule, je l'ai dit en partant, de Columbus, elle connaît rien dans le MMA. Elle était pas au courant de ce qui se passait. Là. C'était assez triste. Là. Ça me faisait penser aux foules dans le temps d'un casino. Là. Ah, il y avait des huées, là. Il y avait des huées là-dedans. Ben oui, mais il faut savoir qu'Askarov, c'est un gars qui va au sol. Kai Kara France est capable aussi.
Donc, ça, là, c'est le upset de l'année. Hands down. C'est le upset de l'année, là. Si t'avais de l'argent à faire ce soir-là, puis t'as mis ça sur Kai Kara France, t'as fait beaucoup de sous, là. Beaucoup. Parce qu'Askarov s'en allait direct au championnat après ce combat-là. Il affrontait le gagnant de la... Pas la trilogie, ça va être leur 4e combat, Moreno-Figueiredo. Donc, là, c'est Kai Kara France qui va affronter le gagnant de Moreno-Figueiredo. Qu'est-ce que t'en pensais quoi, Steve? Ben, moi, j'avais vraiment Kara France perdant. Puis, écoute, je vais le réécouter encore parce que je me rappelle, à la fin du match, je me lève, ben, j'étais en chambre, j'étais en train d'écouter ça. Puis quand je reviens, ma femme qui me dit, elle dit, c'est Kara France qui a gagné. Je fais comme, ben voyons donc, Kara France a gagné. Ça a comme même pas de sens. Tu sais, j'étais tellement convaincu là, que j'avais comme même pas besoin d'écouter la décision. Moi j'ai une question pour vous autres, par exemple. C'était Kara France, là, quand il est arrivé à peser, là, y avait-tu un mankini? Je pense qu'il y avait un saut de Borat. Ouais, c'est moi, ça. Là, moi, là, m'a fait comme un gars que j'ai déjà entendu qui a dit, puis je trouve ça intelligent. Cette semaine, là, je te promets, Steve, que je réécoute ce combat-là, pas de son. Ouais, ben, je m'en allais dire ça, Steve. Je voulais pas avoir l'air smartass, mais pour vrai, moi, en tout cas, quand j'écoute un combat, tout sport de combat confondu, à part la lutte professionnelle, je laisse du temps passer. Tu le remets pas tout de suite après, puis c'était encore tout... tu sais, c'est comme prendre un bon vin avec un autre bon vin, mange du pain entre les deux, un peu, là. Mais, puis tu te laisses une journée, là, tu sais, là, t'as ça dans la tête, puis ouais, puis là, tu le réécoutes, mettons, le lendemain, puis tu mets pas de son. T'as aucun commentateur, t'as rien, t'as pas de... Hey, t'as-tu vu ça? De rien, là. T'as ça devant toi. La seule affaire, parce que à boxe, c'est important, là, UFC aussi, mais un peu moins. À boxe, c'est cool d'entendre les shots rentrer parce que tu sais qu'est-ce qui rentre puis qu'est-ce qui rentre pas. Tu fais pas le même bruit sur la gueule puis ses gants ou sur l'avant-bras. Non. Là, OK? Non. Mais par contre, c'est ça. Moi, c'est toujours ça que je fais quand que. Puis ça m'est arrivé plus souvent de confirmer ce que je pensais que de changer d'idée, mais j'ai déjà changé d'idée. Puis Marcus, mon plus bel exemple, c'est Marcus Baer contre Eric Lucas. Ouais, je sais, t'en as déjà parlé de celle-là, puis c'est intéressant, ça va faire que je le regarde, ce combat-là. Hey, savez-vous quoi? Anecdote. Rock, Marcus Bayer contre Eric Lucas, là, ça s'est passé au Danemark, là. Puis mon cousin Tommy, il était là. Ah, ouais. Ouais, il s'était fait une blonde danoise à l'époque. Tommy de 70%. Ouais, il était au Danemark avec sa blonde, une fille qu'il avait rencontrée ici quand il allait à l'université. Elle était venue étudier ici. Puis il était retourné, il a vécu là 1 an. Puis, ouais. mais c'est pas un fan de boxe, c'est une anecdote vraiment pas rapport. Mais à toutes les fois, je pense à ce combat-là. Moi, pendant que je le regarde avec mes chums à la brasserie Sainte-Thérèse, ça arrive nord, là, ben, je le sais pas, mais mon cousin Tommy, il est là. En tout cas, mais anyway, c'était pas ça. On va sauter un autre combat. Ouais. Celle-là, là, c'est mon combat de la soirée, là. Puis je l'aime beaucoup, ce combattant-là. Pour faire une analogie, là, c'est Matt Brown, The Immortal Matt Brown, qui a fait 8 ans de prison, qui n'a pas eu la vie facile, qui a pris sa vie en main, qui a une belle famille, des enfants. Matt Brown me fait penser à Gaetan Hart. En fait, c'est Gaetan Hart. Si Gaetan Hart aurait fait du MMA, ben, il y aurait eu de l'air de Matt Brown. C'est copié-collé. Là, il se battait contre Brian Barberena. Split decision pour Barberena. Mais là, ce combat-là, là, c'est... Un moment donné, là, les gars, là, se sont mis à se donner des coups de coude, ça marboulette, un après l'autre, comme Kevin Owen fait avec, Sami Zayn. Pareil. Ouais, dans le centre du ring, là. Puis, oui, c'était beau à voir, là. Un après l'autre, à qui mieux. Flat foot, mano to mano. Mais ça, c'est Matt Brown. Hey, Barbu, tu vas être d'accord avec moi, là. Si le 3e round a 1 minute de plus, Matt Brown gagne par KO. Ouais. Ah ouais, les gars étaient plus capables. Il y avait de la misère à avancer à la fin, là. Puis Brown était magané, là, on s'entend, là. Il était drôlement magané. Puis c'est drôle à dire, mais je pense que Brown méritait plus la victoire. Ben... Hey, c'est le dernier des Mohicans, ça, là. Non, moi, j'avais Brown vainqueur. Ouais, moi aussi, je pensais que... un split. Mais j'étais pas fâché que Barberena gagne, c'était un split. Fait ça pouvait aller d'un bord ou de l'autre. Ça dépend comment tu le vois, le combat, hein. Puis, oui. Je veux pas... Mais Barberena, je pense... C'est pas évident, là, ce combat-là, là.
Ah, ben, écoute, c'était deux gars qui, au troisième round, ont laissé la défensive avec le coach. Puis, tu vois, ben, déjà, là, à peu près à 1 minute du deuxième round, je pense que côté cardiovasculaire, là, la limite était atteinte. Ouais, oui. T'allais au bout de la Hey, Là, les là, gars, il y avait de la misère à avancer. Ouais. Quand tu vois Barbarena se laisser faire des coups de genoux dans l'estomac, manger des coups de tête, puis pas réagir, tu dis, OK, il est vraiment au bout de son rouleau. Là. Il a pas arrêté. Il n'y a même plus les connexions nerveuses pour avoir mal. Tu sais, Non, c'était ça. Pendant le combat, un moment donné, il y a eu comme un ralenti, puis c'est normal. Là. Ben, la foule de Columbus, qui connaît rien au hockey que les Blue Jackets, ben, ils se sont mis à huer. Ben, restez là avec les courses de chevaux puis le bowling, là, ça vous va très bien. Le tir de tracteur. Non, parce que ça a été le match of the night, là. Ah, ben oui, puis on a gagné la bourse qui va avec, là. Puis, très heureux pour Matt Brown parce qu'il n'est pas millionnaire avec ça. C'est la 4e fois que Matt Brown gagnait le Fight of the Night. Ouais, il n'y a pas de belle fiche, mais c'est un gars qui se présente à tous les coups. Ouais, c'est ça. Puis après ça, demi-finale, j'en parlerai pas beaucoup, là. Alexa Grasso qui a gagné par soumission au premier round à 3 minutes 57 secondes. Je m'attendais pas à moins de sa part. Très bonne combattante. Elle va aller très loin. C'est une fille qui va se battre pour le championnat du monde. J'ai pas de doute dans mon esprit. Elle a c'est le type de fille qui peut se rendre là. Elle a le minding, elle a le physique, elle a le cardio, elle a les habilités techniquement. C'est comme on dit en chinois, c'est un no-brainer. Voilà. Puis pour la finale, ben là, par exemple, la finale, pour moi, là, c'est une grande surprise. Parce que moi, vous dire une affaire, le combattant que je trouve le plus ennuyant, puis j'exagère pas, là, dans l'histoire du MMA, c'est bien Curtis Blade. Curtis Blade, sa façon de se battre, c'est je te colle, je t'emmène au sol, je te colle au sol, j'essaie de faire du ground and pound. Ça ressemble beaucoup à ça, Curtis Blade. Là, il y avait un bon client, Chris Dawkins, qui aime ça se battre debout. Qu'est-ce qu'il a fait, notre Curtis Blade? J'en reviens pas. Je sais pas ce qui est arrivé avec lui. Je sais pas s'il a changé d'équipe. J'ai pas vérifié. Curtis Blade s'est battu debout. Il a échangé avec Chris Dawkins. Il l'a knocké au deuxième round à 17 secondes. J'en reviens pas. Hey, mais le UFC, là, avec ce combat-là, là, il devait s'arracher la tête à la fin parce que, tu sais, là, Curtis Blade, là, c'est 16 victoires, 3 défaites. Son contre qui, ces défaites? Ngannou 2 fois. Watch bien ça. C'est défaite, c'est contre Ngannou. Derek Lewis, qui a une grosse pause de frappe. Francis Ngannou, puis Francis Ngannou. C'est ça. Fait que là, tu fais quoi avec? Tu peux pas le remettre contre Ngannou, là. Ça fait 2 fois qu'Ngannou, il en vient à bout, là. Non, là, le prochain, ça devrait être Tom Aspinall contre Francis. Ben là, ça va être... excuse-moi. Oui, c'est ça. Ça va être Ngannou contre Aspinall. Puis probablement qu'il va être le prochain qui va avoir une chance au titre. Oui, mais supposons là que... Supposons qu'Ngannou... Si Ngannou bat Aspinall, là, tu peux pas redonner à Blade un troisième match contre Ngannou, là. Ben non. Personne même pas de sens. Voir ça. Hey, m'a t'annoncé quelque chose. Même les parents de Curtis Blade, ils veulent pas voir ça. Mais non, c'est sûr. Écoute, les dirigeants là, du UFC, là, eux autres, ils devaient souhaiter une victoire de Dawkins. Ben oui, moi-même, je voulais... Ben oui, moi aussi, je souhaitais une victoire de Dawkins. Ben, c'est probablement que les parents de Blade souhaitaient une victoire de Dawkins. Non, ben ça n'a pas de sens. Tu peux pas renvoyer encore Blade contre Ngannou. Là. Écoute, c'est envoyer à l'abattoir. Là. Ben oui. Mais non, mais je suis content pour Blade. Il a prouvé bien des choses dans ce combat-là. Il a pas eu peur. Il a foncé. Il est très droit devant. Il a fait ce qu'il avait à faire. Je trouve qu'il s'est renouvelé. J'ai vu quelqu'un qui avait l'œil du tigre. J'ai vu quelqu'un qui voulait se battre. Hey, j'ai rarement vu ça de Curtis Blade. Puis Dawkins, là, tu sais ce qu'il fait dans la vie, ce gars-là, hein? Non, je sais pas. C'est un policier. Ah oui? Hey, quand il t'arrête parce que tu vas vite, là, on s'entend-tu que tu dois pas t'obstiner trop puis tu dois lui donner ton permis de conduire? Oui, puis tu le prends, le ticket aussi, là, puis tu dis merci, monsieur l'agent. Fait que c'est pas mal ce que j'avais à dire sur
le UFC cette semaine. Moi, j'ai envie qu'on mélange un peu les affaires. La semaine prochaine, là, ça serait cool, Barbu, si tu as la chance, puis ça te convient. Tu sais, on parle beaucoup de UFC, puis il y a des Fight Night, puis il y en a sur ESPN, il y en a sur Fight Pass, puis tout ça. C'est ce qui se passe avec Bellator. Peux-tu nous faire un petit topo là-dessus la semaine prochaine? Tu sais, y a-tu... Bon. Ben regarde, c'est bien que t'en parles parce que la semaine prochaine, il n'y a pas de gala UFC. Donc, la semaine prochaine, je vous fais un topo de ce qui se passe au Bellator. Pas de Joe Cocker, évidemment, mais là, Scott Cocker. Je ris à chaque fois. Puis là, il se passe-tu, puis je veux pas tomber dans les autres sphères dans lesquelles je suis actif, et vous allez comprendre. C'est qui se passe avec le Letway, puis tout ça, là, y a-tu... Tu sais, je veux dire, depuis qu'on en a entendu parler un peu plus à cause d'un athlète québécois pendant la pandémie, puis tout ça, sais-tu, tu sais, il se passe-t-il encore les mêmes problématiques pour tenir des événements? Tu sais, avez-vous vu des affaires passer là-dessus? Ben, ça a l'air un peu un genre de sport bien particulier qui, en Europe, marche fort, mais ici, ça lève pas. Ça lève pas en toute cette affaire-là. Non, c'est pas nord-américain, c'est même pas européen. C'est un sport de l'Asie. Ouais. En fait, c'est un sport qui appartient au Myanmar. Ouais. C'est un sport qui fait le contrebalan du Muay Thai. Le sport le plus violent au monde, c'est le Letway. Ah, c'est clairement. Oh ouais, non, écoute, Clairement. c'est fou, là, c'est clair. Il y a des galas à tous les semaines, mais là, c'est des noms à coucher de voir. Puis c'est des gars qu'on connaît pas. On sera pas capable de prononcer ça. Ah non! Ben, c'est ça, j'allais dire. Moi, je vous en parle juste pour vous entendre parler des athlètes, là, mais... Ah oui, c'est ça. Non, moi, à part Borchev, là... Non, mais tu sais, parce qu'évidemment, on sait tous, là, qu'on parle de Dave Leduc, là, puis que, écoute, c'est le king du Letway, là. C'est sans contredit. Tu sais, t'as sûrement déjà vu ça, toi aussi, Barbu. Tu sais, j'ai déjà vu Joe Rogan parler de Dave Leduc, puis quasiment par connaissance, là. En parlant de ce gars-là, c'est un sauvage, écoute, c'est une machine. Tu sais, moi, j'y enlève rien de ses capacités athlétiques. Là. C'était plus son discours qui me dérangeait, mais bon, ça, c'est un autre dossier. Mais non, c'est ça, c'est que je wrap up avec ça. On parlait du UFC au début, tu sais, les seules affaires que tu pouvais pas faire, genre, c'était gouger puis mordre les couilles du gars, là, quasiment. Exact. Là, après ça, ben, tu sais, ça s'est replacé, puis là, ben, il y a eu Dana White, les frères Fertitta, tout ça. Puis là, ben, ça a pris sa place dans l'espèce de l'écosystème des sports de combat, puis tout le kit. Ça me surprend que le Letway ait pas plus de visibilité en Amérique du Nord, parce que sans comparer ça avec les premiers UFC, il y a des catégories de poids. Je pense pas que ça soit open au niveau weight puis tout ça. Sauf que tu serais porté à t'imaginer que il y aurait 3-4 rednecks aux States qui aimeraient ça. Puis là, ben, il y a eu une première incursion. Le premier gala qui a eu lieu en Amérique du Nord, c'est Dave Leduc qui faisait la finale, puis on s'en souviendra. Il avait même fait des envolées oratoires sur les vaccins et tout ça. Mais il s'est rien passé après, là. J'ai rien vu passer, moi. Ben, moi, je sais que ici, côté québécois, là, je pense pas qu'un jour on va voir des galas. Non, parce qu'il n'y a aucune commission athlétique qui va approuver ça. C'est ça l'affaire. C'est drôle ça. C'est que là, la problématique. Puis là, si je me souviens bien, là, don't quote me on that, puis envoyez-moi pas de mise en demeure, mais il me semble bien que c'était sur un territoire des Premières Nations aux États-Unis que ça avait eu lieu. Parce que, évidemment, qu'il n'y a pas de commission athlétique requise. Puis, mais même à ça, tu sais, dans le temps du UFC, au début, c'était ça, Barbu. Ils faisaient ça souvent sur des réserves, puis tu le quittes, là. Tout à fait. Non, mais c'est bien simple. Pourquoi ça ne fonctionnera pas? Parce que au UFC, tu avais toutes sortes de combattants de partout sur la planète. Ça attirait le monde. Un sumo, un Brésilien, un Américain, un gars de Rawdon, ça attirait le monde. Là, les meilleurs au monde, c'est soit des Thaïlandais ou des gens du Myanmar. Ça, on le sait, les Américains, eux autres, là, quand c'est pas du monde de chez eux, quand... Ouais, j'avoue, c'est un bon point, c'est un très bon point. Ça marchera pas. C'est vrai, c'est un très bon point. Dave Leduc, c'est un Québécois, puis un nom francophone. Mais si ça serait appelé Michael Moore, Jeff Jackson, ça aurait marché. Mais le pire, c'est que quand la commission athlétique du Nevada est même pas prête à te donner une licence pour un show, oublie ça. Ah oui? Ah ben non, ça c'est sûr. Ils en ont donné au Bare Knuckle, mais ils en donnent pas au Letway.
Parce que le Deadweight, c'est plus dangereux que le bare knuckle. Barbu, il y a de quoi, moi, que je veux qu'on parle, là? On est en train de faire un meeting de production. Là. Ah ouais, donc. Dans les prochaines semaines ou quoi que ce soit, là, je lâche pas de voir ça passer dans mes fils d'actualité des groupes de sport de combat. Là, ça a l'air la mode à cette heure des gars contre des filles. Des combats qui sont 3 contre 3. Ah ouais, mais ça, c'est des freak shows, ça. Steve, ça marchera jamais, ça. Ça, c'est comme la mode. On parle de combat, c'est comme la mode des claques à la marboulette. Bah ouais, ça, j'ai ça. C'est la même affaire. C'est n'importe quoi, ça. Si on en voit, puis je suis désolé là, qu'on dise que c'est des freak shows, quoi que ce soit, il y a du monde dans la foule. Fait qu'il y a un public pour ça, là. Oui, il y a un public, mais je vais me garder une petite gêne, là. M'a dit comme Martin, là. J'apprends avec Martin, tu sais, d'ailleurs, là, je le regarde aller, puis j'apprends bien des affaires. Bon, me garder une petite gêne. Le public de ça, là, j'ai pas une haute opinion. C'est peut-être pas... c'est peut-être pas nous autres, la démographie recherchée. Ouais, c'est ça. On va le dire comme ça. Ouais, c'est bon. Je pense pas que nous trois, nous faisions partie de la démographie hey, cible. Je m'offense parce qu'une boxeuse rentre en string. Ouais, là, t'es pas prêt, Steve. T'es pas prêt. Hey, ta boxeuse en string, elle va dans ces événements-là, là. Eux autres, ils seront pas offensés, moi, te le dire, là. Ouais, fort probable. Mais là, tu vois, tu disais que tu te garderais une petite gêne, alors je te ramène à l'ordre, mon cher Barbu, et c'est ce qui va mettre fin, bien sûr, à ce 8e. J'ai fait un post cette semaine dans lequel je disais j'étais écœuré du monde qui dit un épisode, puis j'ai failli le faire. Ce 8e opus de l'Art du guerrier va se terminer maintenant. Dans le chat, j'ai partagé le lien vers la chaîne YouTube. Tous les shows s'y retrouvent. Oui, pendant qu'on voit notre Barbu flexer ses bras de 11 pouces de long. Et en direct de sa cellule. Et voilà, donc je vous ai partagé le lien si vous voulez aller voir les shows en rediffusion sur YouTube. Merci beaucoup à ceux qui le font et ceux qui s'abonnent. On est évidemment sur Facebook également. Vous seriez bien gentil de nous donner un petit like. Merci. Savez-vous, pour conclure, les gars, moi, je me trouve chanceux, OK, parce que mes projets comme ça, tu sais, là, qui dérogent un petit peu de ce que je fais d'habitude, je me ramasse toujours avec le monde le plus connaissant de ces domaines-là qui suivent mes affaires, nos affaires. Moi, je trouve ça super trippant. J'ai vu plein de commentaires archi pertinents dans le chat. Merci à Vinny, merci à Wawa Tatawaw. Merci d'ailleurs pour ceux qui suivent la lutte, c'est réglé. Tony Storm a fait ses débuts à la AEW ce soir, pour ceux qui se le demandaient. On en a parlé dans le carré rond. Fait qu'on vient de tout vous divulgacher ça, mais anyway, l'épisode achève AEW aussi. Fait qu'on vous retrouve, nous autres, la semaine prochaine dans le cadre des mercredis de combat. Ça commence à 19h avec le carré rond et par la suite 21h avec l'Art du guerrier. La semaine prochaine, on a donné une petite mission à notre Barbu de Ville national. On va faire un petit peu le tour de ce qui se passe du côté de Bellator et je suis convaincu qu'il y aura amplement d'autres nouvelles d'ici là du côté de la boxe du UFC. Puis moi, écoute, je vais passer 1 heure avec vous autres à faire semblant que je connais ça. Fait que sur ce, mes chers amis, un gros merci à vous autres d'avoir été des nôtres et puis nous autres, on se retrouve la semaine prochaine pour l'Art du guerrier.